Mercredi 14 janvier, l'heure de votre JT sur Val de Loire TV, présenté par Faustine Luneau. Bonsoir Faustine. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. Le ciel restera largement gris dans l'ensemble de l'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher au cours de cette journée. Des températures stationnaires, la minimale sera de 6 degrés et la maximale de 12 degrés. À la une, le dépôt pétrolier de Saint-Pierre-des-Corps bloqué par les agriculteurs. Une action à l'initiative de la coordination rurale des jeunes agriculteurs et de la FNSEA. Ils poursuivent leur mobilisation contre la concurrence déloyale et l'accord Mercosur. Fini le panachage sur les listes des communes de moins de 1000 habitants. Désormais, pour les municipales toutes, les listes sans exception devront être paritaires, ce qui n'arrange pas les affaires des petites communes déjà dirigées par une majorité de femmes. Et justement, pour les municipales, les candidats sont nombreux à ouvrir des permanences de campagne. Mais alors, à quoi ça sert? Quelles sont les règles qui encadrent ces permanences? Est-ce vraiment utile? Lucas Chopin vous expliquera tout. Et puis, notre première invitée sera Hélène Jagot, directrice des musées et châteaux de la ville de Tours, car ils ont connu un record de fréquentation en 2025, dépassant la barre des 200 000 visiteurs. Gros succès pour l'exposition au Bay notamment. Et puis notre séquence, on vous répond avec la question du soir. Quelles sont les aides financières pour passer son permis de conduire? Question qu'on posera à Boris Fabian, enseignant de la conduite au sein de l'école de conduite française, qui sera sur notre plateau. Mais d'abord, nouvelle action des agriculteurs qui poursuivent leur mobilisation contre la concurrence déloyale et l'accord Mercosur. Après le blocage des plateformes logistiques de Chanceau-sur-Choisy et Sorigny ces 2 derniers jours, les tracteurs ont migré depuis hier soir vers Saint-Pierre-des-Corps pour y bloquer désormais le dépôt pétrolier. Une action à l'initiative de la coordination rurale des jeunes agriculteurs et de la FNSEA qui entendent bien faire monter en puissance la mobilisation. Romain Delville était sur place ce matin. Officiellement, c'est un filtrage très serré qui est opéré ce matin devant le dépôt pétrolier de Saint-Pierre-des-Corps, parce que qui dit blocage complet, dit déblocage imposé par les forces de l'ordre. Les agriculteurs sont arrivés hier soir après leurs actions sur les plateformes logistiques. Certains collègues avaient mis Waze pour venir et ils avaient vu du bleu partout sur la carte, sur les différents axes qui permettaient d'accéder au site. Donc ça a été un peu de rodéo pour venir ici. Route bloquée en Bretagne, périphérique bloqué à Toulouse, barrage filtrant sur l'autoroute dans le Var. Les agriculteurs d'Indre-et-Loire montent en pression en bloquant un dépôt pétrolier, tout comme leurs collègues de la Marne. Cette action vise un commencement de paralysie du pays. Les plateformes, ça a plutôt à peu près bien marché, mais aujourd'hui, ça ne suffit pas. Et dès qu'on va toucher au cœur de l'État l'argent, là, ça commence à bouger. On n'a plus d'autres solutions. Vu que la marnière douce ne marche pas, donc essayer d'attaquer tout ce qui a trait à la nourriture, les gens. Donc si les gens sont un petit peu affamés, plus de pétrole, ils vont peut-être nous relier pour justement qu'il y ait encore plus de monde contre ce gouvernement qui se fout de notre tête, ou on va dire même de notre gueule. Pour ces agriculteurs, les motifs de leur colère sont nombreux. Il y a l'abattage de bovins suspectés de porter la dermatose nodulaire, il y a le Mercosur, les cours des céréales très bas, et parmi tous ces griefs, il y a toujours la réforme de la PAC, dont les subventions profitent de plus en plus à des agriculteurs d'autres pays. Ce qu'on veut déjà, c'est qu'au niveau de la PAC, ils nous baissent pas ça, parce que c'est quand même le fusible que nous avons. Et là, au niveau céréales, il faudrait que les céréales partent chez nous. Au minima, après tout dépend comment les personnes travaillent, mais il faudrait qu'on soit à 180, 200 euros pour commencer à mettre les bouts ensemble. La céréale, la tonne de céréales, que là on est, je sais pas les cours, mais on est dans les 165, 170 quoi, à peu près. Difficile dans ces conditions de voir le bout du tunnel. D'autant qu'au fil des blocages, les agriculteurs se sentent pousser des ailes et prennent le rôle de porte-étendard d'un mécontentement généralisé. Justice à présent, 30 ans de prison et le retrait de l'autorité parentale prononcé contre Fabien Godot pour le meurtre de sa compagne en juin 2022. L'homme de 50 ans était jugé cette semaine à Blois. Il a été reconnu coupable d'avoir tué sa compagne Sandrine Faure devant leur fille de 7 ans le 12 juin 2022. Il lui avait porté 27 coups de couteau après une dispute dans leur appartement blésois. Durant l'audience, l'homme a reconnu les faits, affirmant en larmes « J'ai perdu le contrôle, j'étais poussé à bout hors de moi. Je voulais qu'elle se taise, qu'elle arrête de me hurler dessus. » Son avocat qui a défendu la thèse d'une abolition du discernement de son client, parlant de psychose paranoïaque, n'est pas parvenu à convaincre les jurys. Allez, on ouvre une page consacrée aux élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Et à Saint-Pierre-des-Corps, la gauche se présentera finalement unie.
Oui, depuis des mois, à Saint-Pierre-des-Corps, les divergences entre socialistes et communistes faisaient craindre la reproduction du scénario de 2020, quand la gauche incapable de s'entendre avait débouché sur l'élection d'Emmanuel François, candidat de la droite. Finalement, le Parti communiste, le Parti socialiste et les écologistes ont décidé de mettre sur pied une liste commune cette fois-ci. C'est Michel Soulas qui en prend la tête dans un premier temps, mais pas pour l'entièreté du mandat si la liste est élue. Il nous explique au micro d'Ulysse Picard. Dans notre accord, c'est peut-être la forme la plus originale, c'est qu'au terme de la 4e ou 5e année donc, du mandat, on fera une passation entre le maire et le premier adjoint. Donc, c'est moi qui vais partir donc, comme tête de liste pour être le futur maire de Saint-Pierre-des-Corps sur les 4 ou 5 prochaines années. C'était une des conditions qui nous a permis de conclure cet accord pour présenter une liste d'union à Saint-Pierre-des-Corps en 2026. Il y a un certain nombre de dossiers qui sont à l'arrêt depuis maintenant plusieurs années dans Saint-Pierre-des-Corps. Alors je pourrais faire la liste, à savoir le centre commercial de la Rabatterie, il y a la rue Marcel Cachin, il y a le magasin général, il y a aussi l'avenir de l'école Jules de Curie. Ça, c'est des dossiers qui sont en attente. Il va falloir absolument que cette nouvelle équipe municipale qu'on va porter ensemble reprenne ces dossiers-là. Et cette liste devra être paritaire, comme désormais toutes les listes candidates au municipal. Oui, qu'importe la population de votre commune, depuis la loi du 21 mai 2025, chaque liste devra présenter autant de noms d'hommes que de femmes. Fini donc le panachage pour les communes de moins de 1000 habitants. Une nouvelle règle pas toujours accueillie très positivement, notamment pour les villages dont le conseil municipal est très majoritairement féminin. C'est le cas par exemple en Indre-et-Loire de Luzé, 72% de femmes, et Souvigny de Touraine, 66%. Là-bas, certaines élues vont être contraintes de quitter la vie politique. Hélène Chaplet. C'est à Luzé, petite commune de 280 habitants dans le Richelais, que le taux de féminisation du conseil municipal est le plus élevé d'Indre-et-Loire. Sur les 11 élus, 8 sont des femmes. Quand il a fallu constituer sa liste en 2020, la maire actuelle, Annabelle Parent, a finalement rencontré l'adhésion des épouses des maris qu'elle tentait de convaincre. Pour le prochain scrutin, elle va devoir respecter une parité stricte en intégrant plus d'hommes, une situation pas forcément évidente. Moi, c'est à l'inverse de tout le monde. Je suis l'exception qui confirme la règle. J'ai une personne qui vient me voir, qui me dit « Moi, je suis prêt à partir avec toi. Et désolée, j'ai déjà mon quota de femmes, je ne peux pas te prendre. » Et en plus, moi, je vais faire sûrement une équipe à 13 pour justement ces femmes qui m'ont toutes demandé une place. La parité, d'un côté, oui. Mais de l'autre, il ne faut pas non plus que ce soit au détriment des compétences des gens. Parce que, homme ou femme, on s'en fiche. Le plus important, c'est les compétences. Même contexte à Souvigny de Touraine, dans le Val d'Amboise. Sur les 9 élus encore en place au sein de la mairie, 6 sont des femmes. Lors de sa prochaine candidature, le maire Frédéric Sarouille va donc appliquer la loi du 21 mai 2025 pour favoriser la parité, mais sans grande conviction. On doit avoir un minimum de femmes, un minimum d'hommes dans un conseil municipal. Bon, voilà. Après, la parité semble logique, mais à mettre en place, ça l'est moins. Faire du remplissage de listes comme on peut peut-être le voir à droite ou à gauche, ça va aboutir à des démissions en cours de mandat, et je trouve ça un peu ridicule. La date limite pour le dépôt des candidatures pour le premier tour des municipales est fixée au 26 février. Cette parité stricte sur les prochaines listes électorales, c'est un changement majeur pour les communes de moins de 1000 habitants. Elles sont 68% en Loire-et-Cher et 57% en Indre-et-Loire. Il est l'heure d'accueillir en plateau notre journaliste Lucas Chopin. Pour répondre à la question, à quoi sert une permanence de campagne? Bonsoir Lucas. Bonsoir Faustine. On les voit dans les rues à l'approche des élections, mais le rôle des permanences de campagne est peut-être un peu flou pour nos téléspectateurs. Oui, effectivement, la question se pose alors que les uns après les autres, les candidats aux élections municipales inaugurent leur permanence de campagne. Nous sommes d'abord allés à votre rencontre pour tester vos connaissances sur le sujet. C'était ce midi à Tours devant la permanence d'Henri Alfandari. Est-ce que vous avez déjà osé pousser les portes d'une permanence de campagne? Non, je ne sais pas ce que c'est. Pas du tout. Non. À votre avis, ça peut servir à quoi, justement? Aucune idée. À rien du tout. J'en ai aucune idée. Donc je ne peux pas vraiment vous aider, je sais pas.
Alors à quoi servent ces fameuses permanences de campagne? Pas tout à fait à rien. Véritable lieu de rencontre, ces locaux permettent aux équipes des candidats d'échanger avec leurs militants, mais aussi avec les administrés qui souhaiteraient se renseigner, par exemple, sur leur programme. On y trouve bien sûr de la documentation et l'on peut y organiser des temps forts pour parler aux habitants. Avoir une permanence de campagne est une stratégie électorale qui peut s'avérer payante, surtout dans les grandes villes où il n'est pas toujours possible et simple de rencontrer toute la population. Mais dès lors, attention au revers de la médaille. La permanence représente une grosse partie du budget des candidats dans leur campagne. Et si leurs portes sont ouvertes à tous, vous l'aurez compris, dans les faits, assez peu de personnes n'osent entrer. Est-ce que les candidats ont des règles à respecter quant à leur permanence? Oui, notamment concernant ce qui est affiché à l'extérieur des locaux sur les vitres. Cet affichage est strictement encadré par le code électoral. Seules les mentions à caractère purement informatif sont autorisées. C'est le cas des noms et prénoms du candidat, de ses suppléants ou de ses remplaçants, du nom de la liste, de la nature du local, c'est une permanence, un QG ou un simple local de campagne, de la nature du scrutin, en l'occurrence les élections municipales des 15 et 22 mars 2026, et du nom du parti politique qui soutient la liste. Ça s'arrête là? Oui, Faustine, les slogans, logos de campagne ou de partis politiques sont strictement interdits, tout comme les affiches de campagne ou les photos des candidats. Les adresses de sites internet et les QR codes renvoyant vers ceux-ci sont également proscrits et cette liste est non exhaustive. Alors à quoi s'exposent les candidats qui contreviendraient à ces règles? Des sanctions pénales sont prévues à cet effet. Un candidat qui aurait bénéficié à sa demande d'affichage illicite s'expose à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Et dans le même temps, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut refuser de rembourser les dépenses engagées pendant la campagne par les candidats concernés. Merci beaucoup Lucas pour ces explications. Et on rappelle les élections municipales, ce sont les 15 et 22 mars prochains à suivre évidemment sur Val de Loire TV. Un peu de sport à présent Lucas avec cette 3e victoire d'affilée hier soir pour les Remparts de Tours. Après le Mont-Blanc et Dunkerque samedi dernier, les hockeyeurs tourangeaux sont venus à bout 3-1 des Ours de Villard-de-Lans, 15e et avant-dernier du classement au terme d'un match très disputé qui s'est débloqué dans le dernier tiers-temps. Les Remparts restent donc invaincus en 2026. Ils sont 4e au classement. Prochain match samedi à domicile face à Meudon. Un peu de culture désormais avec un record de fréquentation des musées de la ville de Tours en 2025. On en parle ce soir. Oui, l'art et l'histoire n'ont jamais autant intéressé les Tourangeaux que l'année passée. Plus 10% de fréquentation par rapport à 2024, ce qui a permis de passer la barre des 200 000 visiteurs. Comment expliquer ces chiffres en hausse? On en parle avec notre invitée, la directrice des musées et châteaux de Tours. Bonsoir Hélène Jagot et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. 206 569 visiteurs pour être exact dans vos musées en 2025. J'imagine que vous pouvez que vous en réjouir. Oui, on est effectivement tous très contents. C'est un beau travail d'équipe. La direction des musées et châteaux de Tours, c'est 4 établissements et c'est 83 équivalents temps plein. Donc c'est quand même un gros service. Et donc de fait, on est très contents de ces chiffres. Tout à fait, ces chiffres qui sont un total, vous l'avez dit, qui regroupent les entrées du Château de Tours, du Muséum d'Histoire Naturelle, du Musée du Compagnonnage et du Musée des Beaux-Arts. Les 2 premiers se démarquent. Le château a doublé sa fréquentation et le Muséum d'Histoire Naturelle a enregistré une hausse de 30%. C'est des bons assez impressionnants. Comment on l'explique ? Alors, pour le centre d'exposition du château, c'est finalement assez simple puisque c'est l'exposition Aubet qui a été un immense carton. On a eu presque 40 000 visiteurs, donc on a doublé la fréquentation du château sur cette année. À cela s'ajoute la très bonne fréquentation de l'exposition du jeu de paume Laetitia Battaglia qui a eu lieu en début d'année 2025. Donc c'est vrai que pour le château, ça a été une année très exceptionnelle. Avec en plus, pour l'Expo Aubet, une vraie qualité sur les visiteurs qui revenaient, qui amenaient aussi des proches. On a vraiment eu un engouement pour cette exposition avec beaucoup de primo-visiteurs, donc des gens qui n'étaient jamais venus. Des nouveaux. Donc pour nous, le challenge, ça va être évidemment de les faire revenir pour d'autres expositions, que finalement ces publics qui ont poussé la porte d'un établissement culturel peut-être pour la première fois aient envie de revenir dans nos établissements. Et puis pour le muséum, on a réouvert le vivarium, donc qui était fermé depuis de nombreuses années pour travaux, et donc ça a évidemment contribué à la hausse de la fréquentation. Et puis l'exposition au fil de l'eau, donc autour de la Loire, là également avec du vivant, parce que c'est quand même une des spécialités du muséum. On est un des 2 derniers muséums en France à conserver des collections vivantes, donc a évidemment attiré beaucoup de visiteurs. Plus de fréquentation, ça veut dire aussi
plus de recettes pour les musées, mais pas suffisamment pour vraiment pouvoir vous lancer dans de nouveaux projets ? Oui, alors effectivement, l'augmentation en recettes, elle n'est pas nécessairement proportionnelle puisque donc, nous sommes gratuits pour les moins de 26 ans. Et puis on a un certain nombre d'autres gratuités, en particulier pour les minima sociaux. On a des cartes d'abonnement qui se sont beaucoup développées et qui sont effectivement assez avantageuses. Et en particulier sur l'Expo B et sur le muséum, on a une fréquentation qui est plus jeune, plus familiale. Donc c'est vrai que c'est aussi un public qui bénéficie de la gratuité. Et nous, on est évidemment très contents de voir ce public-là, en particulier chez les plus jeunes, puisque c'est des visiteurs. C'est notre futur public adulte de demain. Donc, pour les années à venir. Évidemment, c'est important. En 2026, on attend très bientôt 2 grandes expositions. La première déjà, Dominique Spicer, au centre d'exposition du château de Tours, à partir du 23 janvier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'on pourra y voir ? Alors donc l'exposition Dominique Spicer qui ouvre le vernissage c'est jeudi prochain, donc vous êtes tous conviés. Donc cette exposition sera un hommage donc, à cet artiste tourangeau récemment disparu. Donc on pourra y voir finalement une forme de rétrospective de sa carrière et de tout son univers artistique qui est très riche. Et puis la deuxième, l'exposition Au temps de Camille Claudel au Musée des Beaux-Arts à partir du 31 janvier. Reconnue d'intérêt national par le ministère de la Culture, ça veut dire quoi ? Alors donc l'exposition Être sculptrice à Paris au temps de Camille Claudel, c'est une exposition qu'on a conçue avec le musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine et le musée de Pont-Aven, donc en Bretagne. Et c'est effectivement une exposition qui a été reconnue d'intérêt national, c'est-à-dire qu'elle a un label qualité du ministère de la Culture. On avait déjà obtenu ce label en 2023 pour l'exposition, en 2024, pardon, pour l'exposition Le Sceptre et la Quenouille, être femme entre Moyen-Âge et Renaissance. Et donc, c'est vraiment une manière pour le ministère de la Culture de marquer, finalement, des projets exceptionnels. Et donc là, une exposition où on pourra avoir des sculptures exclusivement de sculptrices. De sculptrices, voilà. 22 artistes, dont quand même beaucoup d'œuvres de Camille Claudel, ce qui est vraiment très exceptionnel, puisque Camille Claudel a une carrière relativement courte. On connaît peu d'œuvres, il y a assez peu d'œuvres de l'artiste. Donc ça sera quand même une belle découverte pour le public tourangeau. Merci beaucoup Hélène Jagot. On le rappelle, les musées de la ville de Tours sont gratuits pour les moins de 26 ans et proposent des tarifs d'abonnement assez avantageux à l'année. Donc il faut aller se renseigner sur le site. Musée au pluriel.tours.fr. Merci beaucoup Hélène Jagot d'avoir été notre invitée. Alors si vous ne vous êtes pas encore débarrassé de votre sapin de Noël, eh bien le moment est venu les amis. Oui, la dernière collecte de la métropole tourangelle aura lieu demain matin. Il vous suffit de déposer votre sapin sans décoration ni sac à sapin devant chez vous ou à côté des poubelles avant leur passage. Attention cependant, si l'arbre fait plus de 2 mètres de haut, il ne sera pas ramassé. Il faudra le transporter vous-même dans une déchetterie. Et sachez que les communes de Lariche et Chambray-les-Tours ont aussi mis en place des points de collecte supplémentaires jusqu'à fin janvier. Ils sont listés sur le site internet des 2 communes. Allez, pour finir ce journal, place à notre rubrique On vous répond avec notre invité ce soir, Boris Fabian, enseignant de la conduite au sein de l'École de conduite française. Pour répondre à cette question, quelles sont les aides financières pour passer son permis de conduire ? Bonsoir Boris, bienvenue sur le plateau. Je voulais qu'on démarre l'année en faisant un petit point justement sur les aides financières qui sont nombreuses, mais qu'on ne connaît pas spécialement. Déjà, on connaît le CPF. Comment on peut l'utiliser justement, ce compte professionnel ? Alors c'est le compte personnel de formation. Pardon. C'est effectivement on va dire l'aide qui vient en premier à l'esprit quand on parle d'aide pour passer le permis de conduire. En réalité, c'est tout simple. Faut créer son compte personnel de formation. Il faut aussi créer son identité numérique pour pouvoir utiliser ce compte personnel de formation. Il y a des conditions particulières justement pour... Alors, il n'y a pas de conditions particulières. Ça fait à peu près 1 an maintenant qu'il y a quand même une retenue. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 2 000 € sur votre compte personnel de formation, vous ne pouvez pas utiliser forcément 2 000 €. Il y a une retenue, en fait, quand vous utilisez le compte personnel de formation. C'était 102,23 €, ça doit être 103,20 € depuis quelques jours. Donc le compte personnel de formation. Et puis un dispositif dont on parle régulièrement, le permis à 1 € par jour, ça existe toujours, ça fonctionne comment ? Ça existe toujours. En gros, le principe, c'est un prêt qui est contracté auprès de votre banque. C'est un prêt à 0%. C'est l'État qui prend en charge les intérêts. Donc c'est valable jusqu'à 25 ans révolus, donc 26 ans moins un jour. Et en fait, c'est un prêt qui est dans la limite de 1 200 €. C'est le plus souvent un virement qui est fait directement à l'auto-école que vous avez choisi.
Donc le permis à 1 € par jour pour les moins de 25 ans, on l'aura compris. Donc au-delà des aides nationales, il y a aussi des aides spécifiques de la part des collectivités. On pense région, département, mission locale. Qu'est-ce qu'il en est sur notre territoire ? Alors il y a beaucoup d'aides différentes, hein, effectivement, de la part de la région, de la part des missions locales, du département, de Pôle emploi aussi, qui permet aux bénéficiaires de Pôle emploi, de France Travail, pardon, d'accéder plus facilement au permis. Il y a aussi une aide pour les apprentis. Les apprentis ont une enveloppe de 500 € à utiliser pour pouvoir passer leur permis. Petite question, est-ce que vous êtes moniteur d'auto-école, est-ce que toutes les auto-écoles acceptent ce genre d'aide justement ? Il y a certaines qui peuvent refuser. Alors refuser, non, normalement quand vous poussez la porte d'une auto-école, elle est susceptible de pouvoir d'accepter toutes ces aides, à condition quand même de répondre à la certification Calliope, qui permet d'utiliser toutes ces aides-là. Un dernier mot, ou plutôt un dernier site internet qui va nous permettre justement de faire une situation un peu globale sur les aides auxquelles on peut avoir Oui, recours. tout à fait. Vous avez, alors il y a le site internet du service public qui est service-public.gouv.fr qui permet, alors il faut fouiller un petit peu sur le site, mais une fois qu'on a trouvé, ça permet par région en fait de renseigner sa situation, son âge, sa situation professionnelle, etc. et de pouvoir lister toutes les aides auxquelles on a le droit. Merci beaucoup Boris Fabian pour toutes ces précisions ce soir. Avant de se quitter, rappel du principal titre de ce journal. Blocage du dépôt pétrolier de Saint-Pierre-des-Corps par des agriculteurs à l'initiative de la coordination rurale des jeunes agriculteurs et de la FNSEA. Ils durcissent le ton dans leur protestation contre la concurrence déloyale et l'accord Mercosur. Dans un instant, nouvel épisode de 3-4 Le Mag, présenté par l'excellentissime Nivek, c'est lui qui l'a écrit. Ce mois-ci, l'émission est au cœur du festival qu'on aime beaucoup des locomotives de Vendôme. Restez avec nous, c'est dans quelques instants. Nous on se donne rendez-vous demain, 17h50, pour un nouveau numéro de Val de Loire en direct. Prenez soin de vous, à demain.